Dans les paysages de la République tchèque, une énigme surgit lentement. Une structure circulaire massive, à demi cachée par la terre, se révèle dans une lumière qui semble venue d'un autre temps. Ce n'est pas une simple ruine, c'est un murmure venu d'il y a 7000 ans, plus ancien que les géants de pierre d'Égypte ou d'Angleterre. Près de Prague, cette cocarde mystérieuse émerge des brumes du passé. Elle porte en elle des questions qui défient nos certitudes. Pourquoi a-t-elle été enfouie si longtemps? Quels secrets, quels récits oubliés se cachent sous ces couches de terre? Ce documentaire vous invite à explorer cette découverte hors du commun. Ensemble, nous allons suivre le fil de cette enquête, déchiffrer les indices et peut-être, qui sait, réécrire notre histoire. Le réveil d'un géant endormi. L'aube se lève doucement sur le quartier résidentiel de Vinoge, à la périphérie nord-est de Prague. En ce matin du 13 septembre 2022, une brume légère flotte encore sur le chantier archéologique qui s'étend sur près d'1 hectare. Miroslav Kraus, 32 ans, directeur des fouilles pour l'Institut d'archéologie de l'Académie tchèque des sciences, IAP, contemple avec émotion le cercle parfait qui se dessine progressivement sous ses yeux. 7 millénaires après sa construction, le rondel de Vinoge, que les Français appellent cocarde, émerge enfin dans toute sa splendeur, révélant un témoignage architectural exceptionnel d'une civilisation que l'on croyait rudimentaire, mais qui se révèle étonnamment sophistiquée. L'histoire de cette découverte commence en réalité bien plus tôt, dans les premiers jours de l'été 1982. Alors que des ouvriers posaient des conduites de gaz et d'eau dans ce qui n'était encore qu'un terrain vague aux confins de la capitale tchèque, leurs pelles mécaniques heurtèrent des structures inhabituelles. Des archéologues furent appelés sur place et identifièrent les vestiges partiels d'une enceinte circulaire préhistorique. Mais les impératifs économiques de l'époque ne permirent qu'une documentation sommaire avant que les travaux ne reprennent leur cours, ensevelissant à nouveau ce témoignage unique sous plusieurs mètres de terre. C'est comme si le site nous avait attendus pendant 40 ans, confie Jaroslav Žitky, porte-parole de l'IAP et expert reconnu des cocardes de République tchèque. Quand les projets de construction d'immeubles résidentiels ont été annoncés en 2021 pour cette zone, nous avons immédiatement alerté les autorités sur l'importance patrimoniale exceptionnelle de ce qui dormait sous leurs pieds. Pour la première fois, nous avions l'opportunité d'examiner presque 90% d'une cocarde néolithique, une chance qui ne s'est présentée que pour une dizaine de structures similaires dans toute l'Europe. Les fouilles débutées en juillet 2022 ont rapidement confirmé les espoirs les plus audacieux des archéologues. Non seulement la structure était exceptionnellement bien conservée, mais elle présentait des caractéristiques uniques qui la distinguent des quelques 200 cocardes recensées à travers l'Europe centrale. Avec son diamètre parfait de 55 mètres, soit approximativement la hauteur de la tour penchée de Pise, la cocarde de Vinoge présente une particularité architecturale fascinante. Contrairement à la majorité de ces monuments qui possèdent 2 ou 4 entrées, celle-ci en comporte 3, orientées vers le nord, le sud-ouest et le sud-est. Le 27 septembre 2022 restera gravé dans ma mémoire, comme le jour où nous avons terminé de dégager la 3e rainure, se souvient Miroslav Kraus. C'était absolument stupéfiant de voir les tranchées qui accueillaient autrefois les palissades de bois, préservées dans leur intégralité après 7 millénaires. Même les auges destinées à enchâsser la structure centrale sont restées intactes, ce qui est pratiquement sans précédent pour ce type de vestiges. La datation au radiocarbone effectuée sur des fragments organiques retrouvés dans les fossés place cette construction magistrale entre 4850 et 4600 avant notre ère, soit environ 2000 ans avant les premières pierres de Stonehenge, vers 3000 avant Jésus-Christ, et plus de 2300 ans avant le début de la construction des pyramides de Gizeh, 2575 à 2465 avant Jésus-Christ.
Les artefacts exhumés lors des fouilles, fragments de poterie finement décorés, outils en pierre taillée et ossements d'animaux, permettent d'attribuer cette réalisation aux populations de la culture de la céramique décorée au poinçon, une civilisation néolithique qui s'est épanouie en Europe centrale entre 4900 et 4400 avant notre ère. Ce qui est véritablement bouleversant, explique Gitki, c'est d'imaginer l'organisation sociale nécessaire à l'édification d'une telle structure. Nous parlons d'une époque où la métallurgie n'existait pas encore, où les seuls outils disponibles étaient taillés dans la pierre ou façonnés à partir d'os et de bois. Et pourtant, ces communautés ont conçu un plan architectural parfaitement circulaire, mobilisé peut-être des centaines de personnes pour creuser les fossés et ériger les palissades, le tout avec une précision géométrique qui défie l'entendement. Les villages néolithiques associés à cette culture, découverts dans un rayon de 5 km autour de la cocarde, étaient composés de vastes maisons rectangulaires pouvant abriter entre 20 et 30 personnes. Ces communautés sédentaires, établies entre la Pologne actuelle, l'Allemagne orientale et le nord de la République tchèque, pratiquaient déjà l'agriculture et l'élevage. Le site de Vinoge aurait été habité pendant au moins 300 à 400 ans, ce qui témoigne d'une remarquable stabilité sociale à une époque que nous avons trop longtemps qualifiée de primitive. Une anecdote particulièrement révélatrice est rapportée par l'équipe de fouilles. Lors du dégagement minutieux de la tranchée nord, les archéologues ont découvert un ensemble cérémoniel composé d'ossements d'animaux soigneusement disposés, accompagnés de fragments de céramique décorés et d'outils en silex d'une finesse exceptionnelle. Cette mise en scène délibérée, peut-être liée à un rituel de fondation, suggère une pensée symbolique élaborée et une conception du monde qui nous échappe encore largement, mais qui témoigne indéniablement d'une complexité intellectuelle que nous avons trop longtemps niée à ces lointains ancêtres. Chaque jour passé sur ce site remet en question nos préjugés sur les capacités cognitives et organisationnelles des peuples préhistoriques européens, conclut Miroslav Kraus. Comment une société supposément primitive a-t-elle pu concevoir et réaliser une œuvre d'une telle ampleur et précision? La réponse est simple, elle n'était pas primitive. Nous devons aujourd'hui reconnaître que ces bâtisseurs néolithiques possédaient des connaissances astronomiques, mathématiques et techniques bien plus avancées que nous ne l'avons longtemps cru. La cocarde de Vinoge n'est pas seulement un monument archéologique exceptionnel, c'est un appel à l'humilité intellectuelle face à l'ingéniosité de nos lointains prédécesseurs. Anatomie d'un mystère circulaire. Les cocardes néolithiques, dont la structure de Vinoge fait partie, forment un réseau fascinant de monuments circulaires qui parsèment l'Europe centrale. Ces constructions, bien que variées en taille et en forme, partagent des caractéristiques communes qui les distinguent des autres vestiges préhistoriques. La distribution géographique de ces monuments est révélatrice. Ils s'étendent principalement le long des vallées du Danube et de l'Elbe, couvrant un territoire qui s'étend de la Slovaquie méridionale à la Bavière et à la Saxe-Anhalt. Cette répartition suggère une diffusion culturelle intense entre les communautés néolithiques, chacune adaptant le concept architectural à ses besoins spécifiques. Les cocardes sont souvent associées à des zones d'habitation proches, comme c'est le cas à Vinoge, où un village néolithique a été identifié à proximité. Cette proximité renforce l'idée que ces structures jouaient un rôle central dans la vie quotidienne et spirituelle des communautés. Les villages associés à ces monuments étaient généralement composés de maisons rectangulaires, témoignant d'une organisation sociale sédentaire et d'une économie basée sur l'agriculture et l'élevage. L'une des caractéristiques les plus intrigantes des cocardes est leur précision géométrique. Certains sites présentent des formes elliptiques parfaites, comme le rondel de Meisterthal, avec des points focaux identifiables. Cette maîtrise mathématique est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée sans instruments modernes.
Elle suggère que les bâtisseurs néolithiques possédaient une compréhension approfondie des principes géométriques et spatiaux. Les entrées stratégiquement positionnées dans ces structures ont également suscité de nombreuses spéculations. Certaines théories suggèrent que leur orientation pourrait correspondre à des alignements astronomiques, ce qui renforcerait l'hypothèse d'une fonction calendaire ou rituelle. Les rondelles de Goseck et Quedlinburg, par exemple, présentent des entrées alignées sur les points de lever et de coucher du soleil au solstice, indiquant une possible utilisation comme calendriers astronomiques. Enfin, l'absence de fonction pratique immédiate pour ces structures invite à explorer des interprétations plus profondes. Les cocardes pourraient avoir servi à des cérémonies rituelles ou à des jeux symboliques, renforçant leur rôle dans la vie spirituelle et sociale des communautés néolithiques. La présence d'artefacts spécifiques, comme des objets décoratifs ou des outils rituels, dans certains de ces sites soutient cette hypothèse et souligne la complexité culturelle de ces sociétés anciennes. Déchiffrer le langage des pierres. Les cocardes néolithiques, bien au-delà de simples constructions monumentales, représentent un témoignage exceptionnel d'une vision du monde intégrée où les dimensions cosmologiques, sociales et rituelles s'entremêlent. L'étude approfondie du cercle de Goseck, construit vers 4900 avant Jésus-Christ et considéré comme le plus ancien de ces enclos circulaires, a révélé que ces ouvertures sont précisément alignées avec les points de lever et de coucher du soleil au solstice. Cette précision astronomique n'était pas le fruit du hasard, mais témoigne d'une observation minutieuse du ciel sur plusieurs générations. Ces structures pourraient avoir servi à maintenir un calendrier lunisolaire précis, essentiel pour coordonner les activités agricoles saisonnières. La connaissance exacte de la date du solstice permettait de gérer avec précision les mois intercalaires, démontrant une sophistication intellectuelle remarquable pour une époque supposément primitive. Cette fonction calendaire s'inscrivait dans une compréhension plus large des cycles naturels, fondamentale pour des sociétés dont la survie dépendait de l'agriculture. Des découvertes récentes à Göbekli Tepe en Turquie, bien que plus anciennes que les cocardes européennes, offrent des parallèles fascinants. Les chercheurs y ont identifié des symboles en forme de V qui pourraient représenter un calendrier solaire de 365 jours, composé de 12 mois lunaires plus 11 jours supplémentaires. Le solstice d'été y apparaît comme un jour spécial, symbolisé par un V porté autour du cou d'une créature ressemblant à un oiseau. Cette découverte suggère que la création de calendriers lunisolaires pourrait être bien plus ancienne qu'on ne le pensait. Au-delà de leur fonction astronomique, ces monuments servaient probablement de lieu de rassemblement communautaire. À Sarup, au Danemark, un tel lieu établi vers 3400 avant Jésus-Christ pouvait accueillir toute la population d'une région. Ces espaces, souvent situés à des points distinctifs du terrain et entourés de palissades, fonctionnaient principalement comme des sites cultuels, comme en témoignent les traces de rituels qui y ont été découvertes. Les pratiques funéraires constituent une dimension essentielle de ces lieux sacrés. Des fosses oblongues entourant ces sites étaient régulièrement vidées, puis remplies à nouveau, suggérant qu'elles pouvaient servir à la décomposition des corps avant que les ossements ne soient placés dans des dolmens ou des tombes à couloirs. Cette pratique d'inhumation en plusieurs étapes témoigne d'un système rituel planifié et complexe où le traitement des morts s'inscrivait dans une conception cyclique du temps et de l'existence. Les découvertes de Kfar HaHoresh en Israël illustrent l'association étroite entre rituels funéraires et symbolisme animal dans les sociétés néolithiques. Ce site, interprété comme un centre cultuel mortuaire, présente des associations délibérées entre restes humains et animaux, suggérant que ces derniers n'étaient pas simplement des offrandes alimentaires, mais participant d'un système symbolique élaboré. L'importance des échanges interrégionaux est également attestée par la circulation de biens précieux comme les coquillages Spondylus, qui voyageaient depuis la Méditerranée jusqu'au cœur de l'Europe.
Ces coquillages, transformés en bijoux et objets rituels, suivaient des réseaux d'échanges élaborés qui coïncidaient avec l'introduction des économies agricoles. Leur diffusion témoigne d'une interconnexion sociale et culturelle à l'échelle continentale, où ces objets acquéraient une valeur symbolique bien au-delà de leur beauté intrinsèque. La dimension acoustique de ces espaces rituels mérite également notre attention. Des tests acoustiques réalisés dans la grotte de Mano en Galilée ont révélé une amplification naturelle du son, suggérant que l'espace pouvait accueillir des activités communautaires comme des prières, des chants et des danses. Cette sensibilité aux propriétés sonores des lieux sacrés pourrait pareillement s'appliquer aux cocardes néolithiques, transformant ces espaces en véritables théâtres rituels où la communauté célébrait son unité et sa connexion au cosmos. Ces monuments néolithiques, loin d'être de simples curiosités archéologiques, nous révèlent une société capable de mobiliser des ressources considérables pour créer des espaces où s'articulaient observations astronomiques, échanges économiques et pratiques rituelles. Ils témoignent d'une vision du monde où le ciel, la terre et la communauté humaine formaient un tout indissociable, une conception holistique que notre modernité fragmentée peine à saisir pleinement. Les bâtisseurs de l'impossible. La construction de monuments néolithiques comme la cocarde de Vinors pose une question fondamentale. Comment des sociétés sans métallurgie ni outils mécanisés ont-elles pu concevoir et réaliser des ouvrages d'une telle ampleur et précision ? Pour répondre à cette interrogation, il est essentiel de considérer les compétences techniques et organisationnelles de ces communautés. Les expériences archéologiques menées à Butzer en Angleterre ont montré que les outils en os, pierre et bois pouvaient être remarquablement efficaces pour construire des structures complexes. Les bâtisseurs néolithiques ont probablement utilisé des techniques de levage et de déplacement de pierres basées sur le frottement et l'angle d'inclinaison, comme le suggère l'étude du dolmen de Menga en Espagne. Ces compétences démontrent une compréhension intuitive des principes physiques et géométriques bien avant leur formalisation mathématique. La coordination d'une main-d'œuvre importante pour ces projets suggère l'existence de structures sociales hiérarchisées, avec des leaders capables de planifier et de mobiliser des ressources sur le long terme. Les communautés néolithiques, bien que souvent décrites comme égalitaires, devaient disposer d'un système de gouvernance capable de gérer des projets collectifs à grande échelle. Cela implique une organisation sociale complexe où les décisions étaient prises par des conseils ou des assemblées, comme le suggèrent les pratiques des sociétés tribales plus tardives. La transmission des savoirs mathématiques et astronomiques dans ces sociétés, malgré l'absence d'écriture, est un phénomène fascinant. Les connaissances étaient probablement transmises oralement et par l'apprentissage pratique, renforçant l'importance des liens intergénérationnels et de la tradition. Les monuments néolithiques, par leur construction même, témoignent d'une vision du monde où la science, la spiritualité et la vie quotidienne étaient intimement liées. Le défi actuel réside moins dans la collecte de données que dans notre capacité à nous défaire de nos préjugés modernes pour comprendre authentiquement la vision du monde néolithique. Les nouvelles technologies d'analyse pourraient apporter des éclairages inédits sur la fonction et la signification culturelle de ces structures, mais c'est notre ouverture à une compréhension plus profonde de ces sociétés qui sera déterminante. En contemplant ces monuments, nous sommes invités à reconsidérer notre rapport au temps, à l'espace et à la communauté, et à reconnaître que les racines de notre présent plongent bien plus profondément dans le passé que nous ne l'imaginons. Un héritage qui interroge notre présent. La cocarde de Vinauge s'inscrit dans une lignée architecturale dont l'origine a longtemps fait débat.
Les recherches de Bettina Schulz-Polson, archéologue à l'université de Gothenburg, ont révélé que les mégalithes européens auraient une origine commune dans le nord-ouest de la France, autour de 4700 avant notre ère. Son analyse méticuleuse suggère que cette tradition architecturale se serait propagée le long des côtes européennes en 3 vagues successives, témoignant d'une mobilité maritime insoupçonnée pour ces époques reculées. Les pierres de Carnac en Bretagne, datées d'environ 4700 avant notre ère, comptent parmi les plus anciens mégalithes européens. Plus anciens encore sont les dolmens complexes de la même région, remontant à approximativement 5000 ans. Cette chronologie bouleverse notre compréhension des échanges culturels préhistoriques et révèle l'existence de réseaux de communication maritime étendus bien avant l'émergence des civilisations méditerranéennes classiques. La durabilité intrinsèque de ces structures néolithiques offre un contraste saisissant avec notre architecture contemporaine. Comme le souligne le National Institute of Building Sciences, les bâtiments historiques sont intrinsèquement durables. Cette durabilité ne résulte pas d'une technologie avancée, mais d'une profonde compréhension des matériaux locaux et des conditions environnementales. Les bâtisseurs néolithiques ont développé des solutions architecturales parfaitement adaptées à leur contexte, utilisant des ressources disponibles localement et minimisant les déchets, principe que l'architecture durable contemporaine tente de redécouvrir. Les techniques de construction anciennes révèlent une sophistication surprenante dans la gestion passive de l'énergie. L'orientation précise des structures néolithiques par rapport au mouvement solaire témoigne d'une compréhension intuitive des principes que nous qualifions aujourd'hui de conception solaire passive. Cette approche, qui maximise les bénéfices des cycles naturels sans recourir à des systèmes mécaniques, représente un modèle d'efficacité énergétique que nos bâtiments modernes, malgré leur complexité technologique, peinent souvent à égaler. L'architecture néolithique marque également l'espace géographique d'une manière fondamentalement différente de nos constructions actuelles. Comme le note un chercheur, leur monumentalité durable incarnait un passé, peut-être constitué de mémoires et de souvenirs. Cette dimension mémorielle et symbolique contraste avec l'approche fonctionnaliste qui domine généralement l'architecture contemporaine. Les cocardes néolithiques n'étaient pas simplement des structures utilitaires, mais des centres socio-culturels polyvalents, fusionnant des fonctions que notre modernité a tendance à compartimenter. La redécouverte de ces principes architecturaux anciens inspire aujourd'hui des approches innovantes en matière de conception durable. Des architectes comme Brandon Clifford explorent comment les techniques anciennes peuvent être adaptées aux défis contemporains. En s'inspirant du modèle circulaire de réutilisation des matériaux pratiqués par nos ancêtres, ces pionniers cherchent à rompre avec le modèle linéaire « prendre, fabriquer, jeter » qui caractérise l'industrie de la construction moderne. Cette réflexion sur notre héritage architectural néolithique nous invite à reconsidérer non seulement notre rapport au temps et à l'histoire, mais aussi notre définition même du progrès. La sophistication d'une civilisation se mesure-t-elle à sa complexité technologique ou à sa capacité à créer des œuvres qui résistent à l'épreuve du temps tout en s'intégrant harmonieusement à leur environnement ? La cocarde de Vinoge, dans sa simplicité monumentale, nous rappelle que la véritable innovation pourrait bien résider dans notre capacité à redécouvrir et à réinterpréter la sagesse incarnée dans ces pierres millénaires. Les murmures du cercle oublié. Sept 7000 ans après que les derniers bâtisseurs ont quitté le cercle de Vinoge, leur voix résonne encore, à peine audible, dans les sillons de la terre retournée. Ces pierres et ces fossés ne livrent pas facilement leurs secrets. Ils préfèrent murmurer plutôt que révéler, suggérer plutôt qu'affirmer. Peut-être est-ce là leur véritable pouvoir, nous inviter à écouter autrement, à percevoir ce qui échappe aux certitudes des livres d'histoire. Chaque cocarde néolithique est une énigme posée à notre époque, un poème silencieux dont les vers sont tracés dans l'argile et la pierre.
Nous ne saurons probablement jamais exactement ce que pensaient ou ressentaient ceux qui ont façonné ces cercles. Mais en marchant lentement autour de ces monuments, en suivant du regard leurs courbes parfaites, nous pouvons presque sentir leur présence discrète, deviner leurs gestes précis et patients. Ces bâtisseurs anonymes n'ont laissé ni nom ni visage, seulement des formes géométriques ouvertes sur le ciel. Ils nous rappellent subtilement que l'histoire ne se résume pas aux grands récits figés, mais qu'elle se compose aussi d'ombres et de silences, de questions sans réponse et d'intuitions fugaces. Ainsi, la cocarde de Vinoge n'est pas simplement un vestige du passé. Elle est une invitation à contempler l'inconnu sans chercher à tout prix à le dominer ou à le réduire à nos catégories familières. Elle nous incite à accepter que certaines choses puissent rester mystérieuses, ouvertes à l'imagination et aux rêves. Peut-être est-ce précisément parce qu'elles demeurent insaisissables que ces structures continuent de nous fasciner autant. Elles sont comme des portes entr'ouvertes vers un autre temps, des seuils que nous pouvons franchir seulement par l'esprit. Et dans ce dialogue silencieux avec nos ancêtres inconnus, nous découvrons quelque chose d'essentiel, le plaisir simple et profond d'être face au mystère intact d'un cercle oublié.